Ben oui, on va attendre certainement. Donc, faut-tu faire à l'envers puis revenir? Donc, on poursuit au point suivant? Parfait. Donc, l'ordre du jour est adopté. Ça nous amène à l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du comité de démolition qui était tenue le 18 décembre dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que tout était conforme? Si c'est le cas, on aurait besoin d'une proposition. Monsieur Lévesque, appuyé par Madame Sincan. Merci. Ça nous amène au point 3.1, qui est une demande de démolition concernant le bâtiment principal au 219 chemin du Richelieu. Je suis accompagné ce soir par M. Sébastien Gagnon, qui est directeur général de la municipalité, ainsi que Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est directrice de l'urbanisme et du développement durable à la municipalité. Donc, pour en savoir davantage sur ce point, je laisserai Mme Tremblay nous en faire la présentation. Merci beaucoup, M. Dulac. Les 4 points qui sont à l'ordre du jour ce soir sont tous reliés. Donc, ce qu'on va proposer ce soir, c'est de vous présenter les 4 points qui sont à l'ordre du jour. Donc, je vais vous présenter les 4 points qui sont à l'ordre du jour, puis ensuite, les membres vont pouvoir se prononcer sur ces points-là, puis on va pouvoir entendre les commentaires à la fin de la présentation. Donc, on va vous présenter le cheminement de la demande, le contexte, l'aspect patrimonial, l'état des immeubles, l'aspect locatif, l'utilisation du sol dégagé, l'analyse des objectifs du critère du PIA et on va voir les recommandations du Conseil local du patrimoine ainsi que des services de l'urbanisme et du développement durable. À la fin de la présentation des 4 demandes, on va également vous céder la parole. Si le demandeur souhaite faire des représentations, il pourra le faire après la présentation des dossiers. Il y aura aussi la présentation des oppositions écrites qu'on a reçues jusqu'à maintenant. On va pouvoir écouter les commentaires des personnes dans la salle s'il y a des personnes qui souhaitent se prononcer. Ensuite, on va écouter les commentaires finaux du demandeur s'il souhaite parler. Puis, on va présenter les règles qui vont encadrer la prise de décision du comité, puis le comité va pouvoir prendre sa décision. On va finir par expliquer la procédure pour la demande de révision. Donc, au niveau du contexte, on a reçu une demande de démolition le 1er février dernier concernant les immeubles situés au 219, 235, 235A, 243 et 245 chemin du Richelieu. C'est des demandes qui étaient assujetties au règlement de démolition d'immeubles. Il y a 2 des 4 immeubles qui font partie de l'inventaire du patrimoine de la MRC de la vallée du Richelieu et si leur démolition est autorisée, les dossiers vont être transmis à la MRC pour analyse en fonction de leur responsabilité régionale. Le projet de démolition a pour but de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial d'environ 48 unités de logements répartis sur les 3 terrains où se trouvent 4 bâtiments principaux actuellement. Au niveau du cheminement des demandes, le projet de remplacement, le projet de réutilisation du sol dégagé a déjà été présenté au niveau du PPCMOI pour une analyse préliminaire au mois d'août dernier. On a reçu la demande complète pour la démolition des immeubles le 1er février dernier. Il y a peu de nécessité d'avis aux locataires, puisque actuellement, il y a une personne qui habite encore, puis elle est propriétaire. Sinon, tous les autres logements sont vacants actuellement. On a publié un avis public et on l'a affiché sur le terrain concerné le 15 février dernier. Le Conseil local du patrimoine s'est réuni le 19 février pour analyser les demandes des 2 dossiers qui sont des immeubles à l'inventaire du patrimoine. Les gens avaient jusqu'au 25 février pour déposer une opposition écrite s'ils le souhaitaient. Donc, on se retrouve ce soir à la séance publique du comité de démolition. Normalement, le comité devrait prendre sa décision ce soir. Par la suite, il y aura un délai de 30 jours pour demander une révision au conseil municipal s'il y a des gens qui souhaitent demander une révision de la décision. Le conseil, dans le cas des 2 immeubles qui sont à l'inventaire du patrimoine, pourrait décider de lui-même de réviser la décision qui a été prise par le comité.
Ensuite, s'il y a une demande de révision qui est reçue, ce sera présenté au conseil municipal du 8 avril prochain. Par la suite, il y aura transmission d'un avis à la MRC qui aura une période de 90 jours pour faire l'analyse du dossier. Ensuite, il y a d'autres étapes qui sont en grisé à l'écran. C'est des étapes qui vont surtout être en lien avec le PPCMOI, donc le programme particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, et en lien avec le PIIA, donc le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Ça fait beaucoup de lettres, je suis désolée. Par la suite, si tout ça est approuvé, il y aura l'émission des permis de démolition. Donc, on arrive au premier dossier, le 219 chemin du Richelieu. Donc, actuellement, c'est une habitation unifamiliale isolée. Elle est située, comme je l'ai mentionné, sur le chemin du Richelieu, entre la rue Saint-François et la rue de l'École, dans la zone MXT1. On voit la propriété qui est visée à l'écran. Donc, c'est un bungalow en maçonnerie blanche avec une toiture en bardeau d'asphalte actuellement. On voit les propriétés voisines, donc le 235 à 235A chemin du Richelieu qui est également visé par une demande de démolition et le 203 chemin du Richelieu qui est actuellement en rénovation. Au niveau du patrimoine, le 219 chemin du Richelieu, donc le bungalow blanc, n'est pas cité, n'est pas classé, il n'est pas situé dans un site patrimonial cité et il ne fait pas partie de l'inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimoniale. Selon l'information qu'on a au dossier, l'immeuble aurait été construit en 1965. C'est un bâtiment de type bungalow qui semble avoir subi un agrandissement en cour arrière et plusieurs modifications au fil du temps. Au niveau de l'état de l'immeuble, il y a une inspection qui a été réalisée par un professionnel en septembre dernier. Le rapport d'inspection soulève plusieurs problèmes, notamment des infiltrations d'eau, des moisissures, des fissures dans la fondation et dans la maçonnerie, des pentes de sol négatives, une plomberie et une électricité déficiente, des matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante et une présence potentielle de vermine. Cet immeuble-là n'apparaît pas dans la liste des terrains contaminés au ministère de l'Environnement. On voit quelques photos de l'état de l'immeuble à l'écran, donc certaines fissures, des gouttières déficientes, etc. L'électricité également. Au niveau de l'apparence architecturale, le caractère esthétique et la qualité de vie du voisinage, bien que l'immeuble est en assez mauvais état, il n'est pas actuellement dans un état de délabrement qui pourrait entraîner la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Au niveau de l'aspect locatif, l'immeuble visé était habité par les anciens propriétaires. Depuis que les nouveaux propriétaires ont acquis la propriété en 2023, il est inoccupé. Il n'y a donc aucun préjudice causé aux locataires. Concernant les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs, les trois propriétés qui sont visées par des demandes de démolition aujourd'hui vont passer d'un total de 5 logements à environ 48 logements si le projet est réalisé. Donc, c'est quand même une augmentation significative du nombre de logements sur le territoire. Le projet va devoir toutefois être présenté au PPCMOI pour approbation. Les logements dans le projet qui est proposé ont entre 1 et 3 chambres à coucher et il y a certaines unités qui seraient des unités en logement abordable. Le projet permettrait l'augmentation d'environ 1,6 % du nombre total de logements sur le territoire de McMasterville. Ça contribuerait à la lutte contre la crise du logement en permettant de loger 48 familles, où est-ce qu'actuellement, il en logeait seulement 5. La densité actuelle sur les 3 terrains est de 14 logements à l'hectare et l'emprise au sol des bâtiments existants est très faible. Cette densité n'est pas optimale à cet endroit-là selon des standards d'urbanisme moderne. Ça ne respecte pas non plus les objectifs de densification qui sont visés par la CMM. Les propriétés qui sont visées sont situées dans une aire TOD à proximité des services de transport en commun. Cette densification-là permettrait d'optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, qu'on parle de transport en commun, d'aqueducs, d'égouts, de voies publiques et de parcs, et aussi de favoriser la mobilité active. Au niveau du projet de réutilisation du sol dégagé,
Les propriétaires ont soumis une demande d'avis préliminaire de PPC-MOI en août 2023. Les membres du CCU ont pu prendre connaissance de ce projet-là et ont eu un avis favorable à certaines conditions. Le projet présente certains éléments qui ne sont pas conformes à la réglementation. C'est pour ça qu'on doit le présenter en PPC-MOI. Par contre, il y a plusieurs éléments positifs qui ont été identifiés dans le projet, notamment la présence de l'ensemble des cases de stationnement qui sont soit couvertes, soit en souterrain, un pourcentage d'espace vert élevé, une présence de terrasses sur les toits, une grande variété de typologies de logements et la présence de logements abordables. La présence de matériaux nobles et d'un revêtement léger pâle au dernier étage, les coins avant en retrait au 4e étage et des aménagements extérieurs communs prévus sur le site. Il y a des plans révisés qui ont été déposés en décembre dernier au service de l'urbanisme. Il y a certaines modifications qui ont été apportées au projet qui avait été présenté de manière préliminaire au mois d'août. Il y a l'aménagement prévu pour les collectes de matières résiduelles qui a été revu. Les fenêtres ont été agrandies pour créer plus de luminosité et des meilleures vues à l'intérieur des logements. Le projet préliminaire propose environ 48 logements. Donc, ce seraient des logements locatifs. Il y en aurait 13 qui seraient des 3,5, 19 des 4,5 et 16 des 5,5. Il y aurait un total de 74 cases de stationnement prévues, dont 2 pour les visiteurs. Il n'y a aucune case de stationnement qui est extérieure. Le projet permettrait, sans surcharger le secteur, d'augmenter de 43 le nombre total de logements sur le territoire, ce qui représente une augmentation significative de 1,6 % du total de logements à McMasterville. Donc, on voit à l'écran l'implantation au sol du projet de remplacement, du projet de réutilisation du sol dégagé. Donc, vous verrez dans les prochaines diapositives, là, c'est un volume qui est séparé en 2 sections. Il y a un seul accès pour le stationnement qui est situé vers le centre gauche du terrain. Donc, on voit à l'écran de quoi le bâtiment aurait l'air. Donc, quand je mentionnais tantôt que les coins au 4e étage ont été mis en retrait, c'est pour mieux s'intégrer par rapport aux voisins qui sont des volumes un peu plus petits. Il y a aussi des balcons qui ont été insérés en loggia, donc ça veut dire des balcons qui sont en retrait par rapport à la façade pour pouvoir créer un certain mouvement dans la façade. Pour pas que ce soit trop linéaire. Il y a des sections ici également qui sont un petit peu en retrait par rapport au reste. Puis la partie centrale où est-ce qu'on a l'accès au stationnement souterrain. À cet endroit-là, ça tombe à un étage pour séparer en quelque sorte le bâtiment en 2 pour éviter que ce soit un volume trop gros. On a aussi le 4e étage qui est de couleur pâle pour un petit peu limiter l'effet de masse d'un bâtiment qui est un petit peu plus haut que ce qu'on voit généralement. Il y a aussi, bien là, on les voit en transparence, là, mais il y a des arbres qui sont prévus en avant. Donc, on voit d'autres perspectives. Là, on voit mieux les balcons en retrait dont je parlais tout à l'heure sur chaque coin. Il y a certains balcons qui ressortent aussi du bâtiment, tout ça afin de créer du mouvement dans la façade. Ensuite, on voit la cour arrière qui est aménagée avec beaucoup d'espace vert. Là. Le projet comporte près de 47 % d'espace vert sur le terrain, donc c'est vraiment significatif pour un projet de ce type-là. Puis il y a certaines cases pour les visiteurs qui ne sont pas en souterrain, mais qui sont quand même camouflées et qui ne sont pas des cases extérieures. Donc voilà. Au niveau du plan d'implantation et d'intégration architecturale, dans ce secteur-là, on cherche à mettre en valeur le potentiel de redéveloppement du secteur. On souhaite moderniser et intensifier le patrimoine bâti existant dans les zones visées. On veut contribuer à l'évolution du milieu d'insertion tout en améliorant la qualité des milieux de vie et de l'environnement. On souhaite optimiser l'implantation en fonction de l'espace disponible dans le but de densifier et d'améliorer la capacité du cadre bâti. On veut respecter les bâtiments ayant un fort intérêt architectural ou historique tout en contribuant à l'évolution, la modernisation et la compacité du milieu. Donc, au niveau des critères du PIA, c'est assez bien respecté. Au niveau de l'opération cadastrale, l'implantation le projet vise à regrouper 3 lots.
La marge avant proposée est de 3,15 mètres afin de s'intégrer avec les marges des voisins. Donc, il y en a un d'un côté qui est plus près que 3,15 mètres, l'autre qui est un petit peu plus loin. Donc, on va rechercher quelque chose qui n'est pas exactement la moyenne, mais qui s'agence quand même avec les deux voisins. Donc, le reste, j'en ai pas mal parlé. Donc, voilà. Donc, au niveau de la recommandation des services de l'urbanisme et du développement durable, sous réserve des commentaires qui pourraient être reçus pendant la séance de ce soir, notre recommandation était favorable aux conditions suivantes. Pardon. Donc, à condition que l'ensemble des 4 demandes de démolition soient autorisées, à condition que les demandes de démolition visant les 2 bâtiments patrimoniaux soient réputées approuvées par la MRC, que les demandes de PPC- et de PIA soient approuvées par le conseil municipal, que le permis de démolition soit délivré suite à l'approbation du PIA et du PPC-, ainsi que suite au dépôt d'une demande complète de permis de construction pour le projet de réutilisation du sol dégagé, que les travaux soient réalisés dans un délai maximal de 24 mois suite à la délivrance du permis de construction, qu'une garantie monétaire de 5 000 $ soit fournie afin d'assurer l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé et le respect des conditions imposées par le comité, et que le tout soit conforme au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé comprenant les principaux éléments suivants. Donc, une habitation multifamiliale d'approximativement 48 logements et d'un maximum de 4 étages, une proportion d'espace vert d'approximativement 47 %, une variété dans la typologie des logements et la présence de logements abordables, des stationnements couverts ou souterrains, un retrait au 4e étage sur le coin avant-gauche et du côté droit du bâtiment, la présence de certains balcons en loggia et de retrait dans la façade afin de créer du mouvement dans le volume, la présence de briques rouges et d'un revêtement léger plus pâle en hauteur, la présence de stationnement pour vélo et un aménagement paysager composé d'une bonne variété d'espèces. Donc voilà pour la présentation du premier dossier. On va passer au deuxième, donc le 235 chemin du Richelieu, également dans la zone MXT1. Donc actuellement, ce bâtiment-là est une habitation unifamiliale isolée. C'est le voisin du dossier précédent, donc il est également sur le chemin du Richelieu. C'est la maison qui est jaune sur le chemin du Richelieu, donc vous la voyez à l'écran. On voit les propriétés voisines qui sont également visées par la demande de démolition de ce soir. Donc, au niveau du patrimoine, ce bâtiment-là est visé par le règlement de démolition. Il fait partie de l'inventaire du patrimoine qui a été réalisé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Sur cet inventaire-là, l'immeuble a une valeur patrimoniale globale moyenne. L'immeuble visé par la demande est toutefois pas cité. Il n'est pas situé dans un site patrimonial cité et il n'est pas classé patrimonial. Il y a une copie de l'avis public qui a été transmise au ministère de la Culture et des Communications le 15 février dernier. Et si la demande est approuvée par le comité, la MRC va avoir 90 jours pour analyser la demande. Au niveau du patrimoine, selon l'information qu'on a au dossier, le bâtiment aurait été construit en 1917. Selon la fiche de l'inventaire de la MRC, ça mentionne toutefois qu'il aurait été construit entre 1880 et 1915. L'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver sont des critères d'évaluation qui doivent être pris en compte par les membres du comité afin de rendre leurs recommandations, afin de rendre leurs décisions plutôt. Ici, on voit à l'écran un extrait de la fiche du patrimoine de la MRC de la Vallée du Richelieu. La fiche a été réalisée avant qu'il y ait certaines rénovations qui soient faites à l'immeuble. On voit que l'immeuble a une valeur d'authenticité moyenne, un état physique bon. Toutefois, c'est important de mentionner que l'inventaire de la MRC a été réalisé en faisant les inspections et les visites à partir de la rue. Donc, quand la fiche a été réalisée, il y a peu de visites qui ont été faites à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas non plus eu de visite qui a été faite à proximité du bâtiment pour voir ses défauts. Il y a une valeur de contexte supérieure, principalement parce qu'il est situé en face de la rivière. Il a une valeur de rareté parce qu'il y a peu d'immeubles de ce type-là sur notre territoire. Mais sa valeur patrimoniale est moyenne. Il y a également une note au sujet que ce serait officieusement, donc non officiellement,
La maison Gustave Fritz, c'est un homme qui aurait habité cette maison-là à l'époque. C'est un élément qui a été mentionné par la Société d'histoire de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire. Toutefois, c'est important de mentionner que M. Fritz n'est pas un personnage historique majeur, reconnu. Donc, voilà. Avec leur demande, les requérants ont mandaté un expert pour réaliser une étude patrimoniale du bâtiment. Cette étude-là a été remise aux membres du comité qui ont pu en prendre connaissance. Le bâtiment serait de type vernaculaire à toit mansardé de typologie rurale. Originairement, il aurait été recouvert de planches à clin de bois. Par la suite, il aurait été recouvert de mardeaux d'amiante, puis ensuite d'un revêtement horizontal de type Canexel. La toiture actuellement est en bardeau d'asphalte. À l'origine, elle était probablement en tôle pincée. L'ensemble des ouvertures ont été remplacées et les éléments décoratifs ont été repris après le remplacement du revêtement extérieur. Il y a un agrandissement sur 2 étages qui a été réalisé dans la cour arrière. Les fenêtres sont récentes et de type à guillotine. La galerie avant est en bois et elle a été rénovée assez récemment. Ce type de bâtiment-là était généralement vu en secteur rural plutôt qu'en secteur urbain comme à McMasterville, donc il n'est pas typique à l'endroit ni vraiment cohérent avec le milieu bâti actuel. En résumé, au niveau de l'analyse patrimoniale qui a été déposée, l'histoire du bâtiment est faible, donc ça ne fait pas référence à un personnage ou à un événement particulier. La contribution à l'histoire locale est moyenne. L'immeuble est traditionnel et rappelle le passé rural de McMasterville. Au niveau de son degré d'authenticité et d'intégrité, c'est moyen. La maison elle a conservé son terrain et son implantation. La volumétrie du toit a été modifiée par la construction d'un agrandissement en arrière. Les matériaux de revêtement extérieur sont contemporains. La force, l'originalité, la singularité et la volumétrie du toit mansardé sont toujours lisibles et contribuent à la note moyenne de l'authenticité. Au niveau de la représentativité d'un courant architectural particulier, l'évaluation est moyenne. C'est un immeuble qui correspond au modèle traditionnel des pattern books, largement diffusés à l'époque de sa construction. Au niveau de sa contribution à un ensemble à préserver, l'évaluation est faible. Les insertions en rupture de cette portion du chemin du Richelieu ne permettent plus de voir la cohérence des premières constructions du passage d'un monde rural à urbain puis à un monde de villégiature. Cette cohérence est disparue par l'augmentation de la densité des immeubles et est irréversible. Le bâtiment du 235 chemin du Richelieu est un bâtiment patrimonial de mauvaise qualité par son manque d'entretien et ses rénovations avec des matériaux de piètre qualité. Donc, finalement, au niveau du patrimoine, l'environnement du 235 Richelieu est hétéroclite. Chaque bâtiment présente une architecture, un volume et une implantation et une densité différentes. Aujourd'hui, l'ensemble des constructions voisines du 235 Richelieu ne peut plus être considéré comme faisant partie d'un ensemble avec un dénominateur commun. La densité, l'implantation, le volume s'insèrent en rupture avec les bâtiments existants qui sont dans les environs. Les années de construction des bâtiments du secteur sont également très étalées dans le temps. Donc, cet ensemble de facteurs contribue à l'affaiblissement de la valeur patrimoniale de ce secteur-là. Au niveau de l'état de l'immeuble, il y a une inspection qui a été réalisée par un professionnel en décembre 2023. Le rapport d'inspection a soulevé plusieurs problèmes, notamment des fissures dans la fondation, des éléments de soutien en mauvais état, de la moisissure, de la condensation intérieure et un excès d'humidité, des pentes de sol négatives, des problèmes au niveau de la plomberie, de l'électricité et de la ventilation, l'absence de solin, de l'isolation à l'uréthane apparente et l'absence de margelle, notamment. Donc, on voit à l'écran certaines photos des éléments qui ont été soulevés au moment de l'inspection. Au niveau de l'état de l'immeuble, c'est pas un immeuble qui apparaît dans la liste des terrains contaminés du ministère de l'Environnement. Selon les informations qui ont été fournies dans la soumission qui a été déposée avec la demande, les coûts pour la restauration de l'immeuble s'élèveraient à environ 340 460 $. Certains travaux sont impératifs pour assurer la sécurité des occupants et l'intégrité de l'immeuble. Bien que certains travaux inclus dans l'estimation visent la mise au goût du jour de certains éléments, par exemple la cuisine,
Il apparaît qu'il s'agit d'un bâtiment en mauvais état dont la réhabilitation à son état d'origine serait très onéreuse et donc peu probable. Malgré son mauvais état, l'immeuble n'est pas dans un état de délabrement qui pourrait entraîner la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Au niveau de l'aspect locatif, je ne répéterai pas entièrement ce qui a déjà été mentionné pour le dossier précédent. Donc, on passerait de 5 logements à environ 48. Donc, c'est une augmentation appréciable. Certains logements vont être abordables, ce qui permettrait une meilleure utilisation du sol. Je ne vais pas non plus représenter le projet de réutilisation du sol dégagé puisque c'est le même que pour le dossier précédent. Au niveau des recommandations, comme pour le dossier précédent, sous réserve des commentaires qui pourraient être reçus ce soir, les services de l'urbanisme recommandent d'accorder la demande de démolition 235 du Richelieu selon les mêmes conditions que pour le dossier précédent, à l'exception d'une garantie monétaire de 55 000 $ dans ce cas-ci, pour assurer l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé et le respect des conditions imposées par le comité. Dans ce cas-ci, étant donné que l'immeuble apparaît à l'inventaire du patrimoine, le dossier a aussi été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui agit à titre de conseil local du patrimoine à McMasterville. Le conseil local du patrimoine a également recommandé d'approuver la démolition de l'immeuble aux mêmes conditions qui ont été mentionnées précédemment ou à quelques variations mineures près. Donc, on en arrive au troisième dossier, le 235A, chemin du Richelieu. Il est également dans la zone MXT1. Donc, c'est une habitation unifamiliale isolée. C'est situé en arrière-cour du bâtiment qu'on vient de voir, le bâtiment jaune. Donc, c'est un bâtiment qui est en arrière-lot. C'est donc un bâtiment de type Boomtown qui est situé entre les mêmes voisins, encore une fois. Au niveau du patrimoine, cet immeuble-là n'est pas visé par L'immeuble est visé par le règlement de démolition. Par contre, le bâtiment n'est pas cité, n'est pas classé, n'est pas situé dans un site patrimonial cité et ne fait pas partie de l'inventaire des immeubles qui ont une valeur patrimoniale qui a été adoptée par la MRC. Selon les informations qu'on a, il aurait été construit entre 1900 et 1950. Selon les époques, il aurait été utilisé comme bâtiment de ferme, entrepôt. Maintenant, c'est un logement. Donc, il a subi plusieurs modifications dans le temps. C'est un type architectural Boomtown qui était originalement soit recouvert de bois ou de briques, mais maintenant, le revêtement extérieur est en bardeau d'amiante. Il y a une inspection qui a été réalisée par un professionnel en février 2024. Le rapport d'inspection soulève plusieurs problèmes, notamment des traces d'infiltration d'eau par la toiture, de la moisissure, des fissures importantes dans les murs et des problèmes structurels. Ce n'est pas un immeuble qui est sur la liste des terrains contaminés du ministère de l'Environnement. On voit à l'écran certains des problèmes principaux qui apparaissent dans l'immeuble actuellement. Malgré ces problèmes, cet immeuble-là n'est pas dans un état de délabrement qui pourrait entraîner la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Au niveau de l'aspect locatif, il n'y a pas de préjudice qui est causé aux locataires. Le logement est vacant actuellement. Je ne répéterai pas de nouveau, là, on passe de 5 à 48 logements. Il y aurait 1 à 3 chambres à coucher, certains logements abordables, etc. Encore une fois, c'est le même projet de remplacement. Donc, au niveau de la recommandation, sous réserve des commentaires qui vont être reçus ce soir, le service de l'urbanisme et du développement durable recommandait d'autoriser la démolition du 235A chemin du Richelieu. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de dépôt de garantie monétaire qui était recommandé. Mais les autres conditions sont les mêmes que pour les 2 dossiers précédents. On en arrive au 4e et dernier dossier, le 243 à 245 chemin du Richelieu, qui est aussi dans la zone MXT1. Actuellement, c'est une habitation bifamiliale isolée.
donc également situé sur le chemin du Richelieu. Donc, la propriété visée par la demande est un duplex en briques. Les voisins, il y a le bâtiment jaune d'un côté, qui est aussi visé par la demande de démolition, et un bâtiment assez récent de 8 logements. Au niveau du patrimoine, l'immeuble visé par la demande fait partie de l'inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimoniale adoptée par la MRC. Dans cet inventaire-là, l'immeuble a une valeur patrimoniale globale moyenne. L'immeuble visé n'est toutefois pas cité, il n'est pas situé dans un site patrimonial cité et il n'est pas classé patrimonial. Il y a une copie de l'avis public qui a été transmise au ministère de la Culture et des Communications le 15 février dernier et si la demande est approuvée, la MRC aura 90 jours pour analyser la demande en fonction de ses responsabilités régionales. Selon l'information qu'on a au dossier, le bâtiment aurait été construit en 1928 ou 1929. Donc, comme pour l'autre immeuble, on doit poser le comité doit poser sa décision sur l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver, qui sont des critères d'évaluation. Au niveau de la fiche du patrimoine qui a été adoptée par la MRC, on mentionne que ce bâtiment-là serait officieusement nommé la maison Anatole Desmarais. Toutefois, ce n'est pas un personnage historique connu. C'est une personne qui a habité cette maison-là. Au niveau de la valeur d'authenticité, elle est bonne. L'état physique est bon. La valeur de contexte est supérieure. Et la valeur patrimoniale générale est moyenne dans l'inventaire du patrimoine. Les demandeurs ont mandaté un expert afin de réaliser une étude patrimoniale qui a été déposée avec leur demande. On va ici la résumer. Donc, le bâtiment serait de type vernaculaire industriel. Le bâtiment était initialement une habitation unifamiliale isolée et un second logement qui aurait été aménagé au fil du temps. Toutes les façades sont recouvertes de briques rouges, qui est une caractéristique typique d'origine. Des rénovations importantes auraient été effectuées dans les années 60, en 1960. Les ouvertures auraient conservé leurs caractéristiques d'origine au niveau des dimensions. La volumétrie, les revêtements, les matériaux et les éléments décoratifs auraient été conservés ou remplacés par des éléments identiques et de qualité. C'est un bâtiment qu'on trouvait essentiellement en milieu fortement urbanisé. Alors, c'est plutôt rare de le voir dans un lieu comme en bordure de la rivière Richelieu. Donc, en résumé, l'analyse patrimoniale qui a été déposée mentionne qu'au niveau de l'histoire du bâtiment, l'évaluation est moyenne. L'immeuble ne fait pas référence à un personnage ou à un événement historique particulier, même si la famille Desmarais y habite depuis au moins 3 générations. Au niveau de la contribution à l'histoire locale, l'évaluation mentionne que c'est fort. L'immeuble aurait été construit pendant la crise économique. On se questionne à savoir qui pouvait avoir les moyens de construire une maison de ce style urbain avec un revêtement entièrement de briques en front du chemin du Richelieu à cette époque-là. La chaîne de titre n'est pas explicite. Donc, de plus, cette maison se distingue de la production traditionnelle de l'époque. Au niveau du degré d'authenticité et d'intégrité, l'évaluation mentionne que c'est fort. La maison a conservé son terrain, son implantation, sa volumétrie, ses matériaux de revêtement et ses galeries. Le bâtiment a été entretenu avec soin et avec des matériaux de qualité dans une continuité de savoir-faire. Au niveau de la représentativité d'un courant architectural, l'évaluation mentionne que c'est fort. Cet immeuble correspond à un courant architectural particulier, l'architecture vernaculaire, industrielle, urbaine. Au niveau de la contribution à un ensemble à préserver, l'évaluation mentionne que c'est moyen. Les insertions sont en rupture sur le chemin du Richelieu et permettent encore de voir comment les premières constructions constituaient un ensemble de maisons en cohérence avec le lieu. Cette cohérence est disparue par l'augmentation de la densité des immeubles et est irréversible. En conclusion, on mentionne que le bâtiment du 243-245 chemin du Richelieu est un bâtiment patrimonial de bonne qualité, entretenu avec soin, mais qui est en voie de devenir un corps étranger dans son milieu d'origine.
Donc, au niveau de l'environnement du 243-245 chemin du Richelieu, c'est assez hétéroclite. Chaque bâtiment présente une architecture, une typologie, un volume, une implantation et une densité différentes. Aujourd'hui, dans l'ensemble des constructions voisines du 243-245 Richelieu, on ne peut plus le considérer comme faisant partie d'un ensemble avec un dénominateur commun. Donc, la densité, l'implantation, le volume s'insèrent en rupture avec les bâtiments existants. Les années de construction des propriétés du secteur sont également très étalées dans le temps et c'est un ensemble de facteurs qui contribuent à l'affaiblissement de la valeur patrimoniale du secteur. Au niveau de l'état de l'immeuble, il y a une inspection qui a été réalisée par un professionnel en septembre 2023. Le rapport d'inspection soulève plusieurs problèmes, notamment de l'efflorescence et de l'humidité sur les murs de fondation, de la moisissure, la présence de fissures dans la maçonnerie et de ventes de bœuf pouvant occasionner des dommages, des éléments de soutien en mauvais état, des pentes de sol négatives, le remplacement de plusieurs fenêtres qui seraient à faire, l'installation d'un drain français qui serait probablement nécessaire, l'absence d'un clapet anti-retour sur le drain de plancher au sous-sol et une mise aux normes de la plomberie, de l'électricité et de la ventilation. Donc, on voit certaines photos de l'immeuble et des éléments qui ont été soulevés lors de l'inspection à l'écran. Ce n'est pas un immeuble qui apparaît sur la liste des terrains contaminés du ministère de l'Environnement. Et selon les informations et la soumission fournies par les propriétaires qui ont été validées par nos services, le coût de la restauration de l'immeuble s'élèverait à environ 390 150 $. Certains travaux sont impératifs pour assurer la sécurité des occupants et l'intégrité de l'immeuble. Toutefois, il y a certains travaux qui sont inclus dans l'estimation qui visent la mise au goût du jour de l'immeuble, notamment le remplacement des armoires de cuisine. L'immeuble n'est pas dans un état de délabrement qui pourrait entraîner la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Au niveau de l'aspect locatif, actuellement, il y a la propriétaire qui habite encore l'immeuble. Toutefois, il y a une offre d'achat acceptée sur l'immeuble et la propriétaire, c'est prévu qu'elle quitte au moment de la vente. L'autre logement n'est pas occupé, donc il n'y a aucun préjudice causé au locataire. Encore une fois, on passe de 5 à 48 logements. On a des logements variés, certains logements abordables. On permet de contribuer à la lutte contre la crise du logement en augmentant le nombre de logements disponibles avec Masseville et on permet d'optimiser l'utilisation des services comme les transports en commun, l'aqueduc, égouts, voies publiques, etc. Au niveau du projet de réutilisation du sol, c'est le même une fois de plus. Donc, au niveau de nos recommandations du service de l'urbanisme, sous réserve des commentaires qui seront reçus ce soir, on recommande d'autoriser la démolition du bâtiment. Encore une fois, aux mêmes conditions, toutefois, au niveau de la garantie monétaire, dans ce cas-ci, on recommande d'exiger une garantie monétaire de 90 000 $ pour assurer l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé et le respect des conditions imposées par le comité. Dans ce cas-ci, étant donné que l'immeuble apparaît sur l'inventaire du patrimoine, la demande a aussi été présentée au comité consultatif d'urbanisme, qui a également fait une recommandation positive selon des conditions qui sont assez similaires. Donc voilà, on en arriverait à ce moment-ci aux représentations du demandeur, ou à moins que les membres du comité aient des questions en premier lieu, là. Alors, y a-t-il des questions de la part des membres du comité? Je comprends que non. Alors, si le demandeur veut nous faire part de ses observations argumentaires, ça serait le moment de s'avancer pour nous en faire part. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de commentaires. Alors, la période de questions serait maintenant ouverte si dans le public, vous avez des questions ou des observations dont vous souhaitez nous faire part. Je vous invite à vous avancer au micro à l'avant. Simplement vous présenter, préciser votre adresse, s'il vous plaît. Et ne pas oublier d'activer le micro, s'il vous plaît, pour la captation vidéo.
Bonjour, Josée Duplessis. Je demeure sur la rue Joffre, 155 Joffre. C'est pas en relation avec ces 4 maisons-là, je pense qu'il y en a 4. 4 adresses. Le dépanneur fait partie de ça? Non. Ah, OK. Il y a eu... Madame Guilbeault, la ministre de la CAQ, a présenté un projet de loi modifiant la loi sur l'expropriation. Est-ce que... Moi, je suis craintive par rapport à Nordvolt. Est-ce que la municipalité nous garantit qu'il n'y a personne qui va être exproprié? Bien, ce n'est pas le sujet de la Non, je réunion sais, ce soir. Je sais, mais il y a des démolitions. Bon, elles ont été achetées, j'en Ce sont conviens. des transactions de gré à gré, effectivement, qui ne concernent pas, là, qui impliquent pas la municipalité. OK. Mais moi, j'ai des craintes quand je vois ça, là, des possibilités. Puis, étant donné qu'il y a des critères, là, comme c'est des maisons hétéroclites, il y a un secteur qui est très hétéroclite. Le vieux McMaster, c'est hétéroclite. Bien, vous savez, dans le cadre d'une expropriation, ça doit être pour des fins d'utilité publique. Donc, il n'est pas question ici, il n'y a pas de volonté de la part du conseil municipal d'exproprier qui que ce soit à McMasterville. Je veux juste me faire rassurer. Là. Absolument. Bien, je vous rassure là-dessus. Là, on n'est pas dans cette lignée-là du tout. Là. Parfait. C'était ma question. Merci. Très bien. Bien, bonne soirée. Bonjour. Bonsoir. Mon nom, c'est John Adams. Je viens de l'Angleterre. Mon français n'est pas fort, mais je vais faire ma meilleure. Moi, je reste au 287 à Richelieu, juste 2 maisons, à côté de la très, très belle maison qui va être faite. Première chose, j'ai 3 choses à dire. La première chose, c'est, si tu ne savais pas, les business practices, les compagnies qui font le développement, dans les derniers 2 ans et demi, il n'y a pas un mois qui passe pas que quelqu'un, une compagnie comme ça, essayé d'acheter ma maison. C'est une très, très belle maison, c'est une grosse maison. Puis les pratiques sont très, très agressives. Chaque mois, ils viennent sur mon propriété maintenant. Si tu ne prends pas plein de lettres. Si tu ne prends pas les lettres, ils viennent à ton maison. Si tu ne reprends pas tes maisons, il va sur ton propriété, puis il commence à prendre les mesurements de ton propriété. Il y a une compagnie comme ça. Chaque mois, il y a quelqu'un comme ça sur mon propriété. So, je veux dire, les pratiques de les business, les développements, they're not nice guys. Bien, on prend bien note, puis vous savez que c'est pas permis de faire ça. Hein? Vous avez le droit de jouir de votre propriété, puis vous n'avez pas à accepter là, que des gens utilisent votre terrain. Je comprends. La ville avait une propriété de décider où il fait le business avec. So, la deuxième chose, pour les personnes qui savent, quand il y a une construction à côté, moi, j'ai sur le côté de l'école, puis le condo, un nouveau condo qu'il a fait. Eux autres, ils ont fait son stationnement 1,5 pied plus haut que mon propriété. So maintenant, l'eau n'est pas capable de sortir de ma maison, la propriété. En arrière, c'est le centre de quelque chose de la ville. Puis eux aussi, ils monté son propriété. So maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tous les arbres sur les propriétés commencent à mourir. Depuis les derniers 3-4 ans, j'ai dépensé plus que 50 000 $ dans le damage pour réparation. À chaque année, j'ai reçu les lettres de la ville de « Hey, coupe cet arbre-là parce que c'est mort ». Mais j'ai rien que je peux faire. J'ai fait tout le drainage maintenant. So, quand les compagnies de construction faisaient ça, le propriétaire, you're rest to doing it yourself. There's no help from the city, and there's no help from the constructions, just so you know. La troisième chose, c'est sur mon propriété, il y a 2 gros arbres qui 300 ans, quelque chose comme ça, qui est protégé, protected by tu peux pas couper l'arbre. Quand les choses vieilles, j'essaie de couper, mais la ville dit tu peux couper pas. Aussi, sur mon maison, il y a une année que je veux faire une addition un peu plus haut. Puis je dis à la ville dit, tu ne peux pas monter ton chose parce que c'est trop haut. So, je veux savoir pourquoi il y a une régulation à moi,
puis tu vas faire un bloc qui est 4 étages. Pourquoi il y a les règlements les personnes, puis pas les règlements les gros compagnies? C'est tout. Ben, c'est un cas particulier, là. Je ne sais pas si... en fait, je me tournais vers notre directrice de l'urbanisme là, pour voir si elle avait connaissance de votre dossier. Étant donné que c'est un cas particulier, je vous inviterai à entrer en communication avec Mme Tremblay là, pour que ça soit discuté. Évidemment, il y a des règles qui s'appliquent à la municipalité, des règles de zonage là, qui viennent baliser la hauteur des bâtiments, le type de rénovation également qu'on peut faire sur une propriété. Il faudra examiner votre cas là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. I did that. J'en ai les deux. La chose commerciale, c'est zone commerciale, puis c'est zone résidentielle, j'ai les deux. Mais it didn't change anything. Puis c'est 3 ans, j'ai laissé les messages. Si quelqu'un veut téléphoner, c'est bon. Thank you. On va examiner votre cas particulier, M. Adams. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je reste au 169 Joffre. Quel est votre nom, madame? Martine Boutiette. Mais quand j'entends monsieur, ça me questionne. Qu'est-ce que ça veut dire quand les permis de construction ont été donnés, ça n'a pas été vérifié par votre urbanisme? Quand monsieur dit que lui, on restreint les hauteurs, puis qu'il y a un bloc de 4 à côté, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça, qu'est-ce que ça veut dire que ça n'a pas été vérifié par la Ville au moment où ça a été autorisé? Je comprends que la construction voisine là, du 287 Richelieu remonte à plus de 20 ans. Je vous dirais qu'aujourd'hui, nous examinons ce genre de choses-là lors de nouvelles constructions pour s'assurer qu'il y ait un écoulement de l'eau qui se fasse strictement sur le terrain des propriétés, que ça ne s'écoule pas vers les voisins. OK. C'est que même quand la Ville a remonté son terrain, ils n'ont pas tenu compte des voisins, puis ils ont augmenté plus haut. C'est fatigant. Je suis très sensible à ça, mais je ne peux pas vous répondre pour ce qui a été fait là, il y a plus de 20 ans. Oui. En tout cas, je posais la question, mais C'est correct. fatigant. C'est bien entendu, Mme Boutiette. Autre intervention? Bonjour, moi c'est Jacinthe Villeneuve, j'habite au 255 chemin du Richelieu. Ma devanture de maison fait face à la bâtisse là, 243, 245 chemin du Richelieu. La façon qu'elle est bâtie, nous, c'est comme une rangée là, de maisons de ville, font face directement à la maison 243, 245. Alors, moi, ce que je crains, c'est qu'avec la construction que vous prévoyez, c'est ma perte d'intimité, carrément, tu sais. Les balcons, je regardais les photos, puis off, mon doux, tu sais. Les balcons, les fenêtres qui donnent entièrement sur ma façade de maison. Le bloc qui est très haut, nous, c'est du 2 étages. Là, vous allez mettre du 4 étages. Moi, personnellement, j'ai des craintes. Tu sais, on dit que présentement, le bâtiment 243-245 ne nuit pas au voisinage, mais je crois qu'un bloc de cette ampleur va nuire au voisinage. Honnêtement, moi, si ça se bâtit, je pense vendre, carrément, parce que je vais perdre la qualité de vie. Je vais perdre la qualité de vie. Tu sais, des gens sur leur balcon qui fait face directement à ma maison, beaucoup plus de monde. Puis je pense qu'il faut avoir une certaine... faut penser aussi à l'accessibilité du quartier. Actuellement, le quartier du vieux McMasterville est accessible uniquement par le chemin du Richelieu. Advenant qu'on doit évacuer le vieux McMasterville, surtout avec l'arrivée de Norvolt, on ne le sait pas, on sait maintenant bon, que il y a c'est à risque d'explosion, d'incendie ou peu importe, là, je veux dire, c'est quand même une usine. Advenant qu'il faudrait libérer le quartier, on a juste une route d'accès que moi je crains qu'en densifiant, il y a des enjeux de sécurité. En gros, c'est ça. Moi, je considère que le bâtiment 243-245 a une valeur certaine là, du côté du patrimoine. Moi, personnellement, puis j'en ai parlé avec mes voisins aussi, on aimerait beaucoup, beaucoup
qui soit conservé. Il y a une belle histoire. J'ai envoyé un document là, écrit là, qui relate l'histoire de ce bâtiment-là et de son propriétaire d'origine. Alors, voilà, c'est mes commentaires que j'espère qu'ils vont être pris en considération. Merci, Mme Villeneuve. Effectivement, j'ai pris bonne note de l'ensemble de vos préoccupations. Par rapport à la future construction, si jamais on va de l'avant avec les autorisations de démolition, ben on va prendre évidemment bonne note là, de ce que vous nous avez signifié. Bonsoir. Bonsoir. Lucie Lamontagne, 830 Bernard-Pilon, McMasterville. Moi, je me chicote beaucoup face aux infrastructures. Tu sais, déjà que de ce côté-ci de la ville, il y a beaucoup de rénovations qui sont nécessaires. Là, on part de 5 habitations. On se ramasse avec 48 habitations, ce qui est plus que moi, j'avais vu 40 et 5 abordables. Ce ratio-là, c'est celui qui me dérange le plus. Étant donné le portefeuille des gens autour, on sait pertinemment qu'au niveau budgétaire, on peut faire référence au niveau du ministère de l'Éducation par rapport au budget qui sont alloués à l'école primaire. On sait très bien que c'est un gros facteur. Il y a eu ce transfert-là. Fait que ça, c'est un point qui me chicote un peu parce que les chiffres ne corroborent pas dans ce que moi, je connais par rapport au budget qui sont alloués face à l'école primaire. Les infrastructures, 5, 48, on sait qu'il y a déjà des fragilités connues. Oui, il y a des travaux qui ont été faits à travers les années au niveau de la ville pour les reflux d'égouts. On sait que les risques d'inondation vont aller en augmentant et plus, justement à cause de la situation Norvolt. Le risque est là. Comment les débordements vont se faire? Là, j'apprends ce soir qu'il y a déjà des problèmes de débordement d'eau à cause de structures qui ont été modifiées pour des besoins d'eux. Il y a déjà un citoyen qui fait face à une situation désagréable que d'ailleurs, moi aussi, je vis parce que un voisin, on l'a laissé monter le terrain, puis on voit ce que ça donne, en tout cas. Mais c'est vraiment les infrastructures actuelles. L'historique est là. Depuis 30, 40 ans, combien de fois on a vu partir les gars de la ville, les pompiers, ça déborde, les égouts, ça sort de partout. Comment, avec ce qui est en place là, qui est encore en état fragile, vous allez pouvoir soutenir un 48 logements sans que ça cause des sacrés problèmes? Ce serait très important. Puis je pense que, oui, il va falloir informer clairement, rapidement, tout le monde. Le nouveau plan d'urbanisme qui va être lié à tous ces changements-là, là, il est où? Vous en avez parlé à l'automne dans la présentation. On sait qu'il y a des transferts d'autorité qui ont été faits du CMM vers Saint-Basile. Est-ce qu'il y a eu des transferts d'autorité qui ont été faits du CMM vers McMasterville? OK. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de savoir pour pouvoir vous suivre. C'est vous autres, le comité, c'est vous autres qui allez plus à fond, mais on a besoin de beaucoup plus d'informations. Il y en a trop peu. J'ai pas vraiment envie d'adhérer plus que j'ai entendu des choses, je m'informe, je lis, je regarde, mais encore là, comme je vous l'ai dit, nous autres, on sait ça, vous autres, vous savez ça, puis plus loin, on a besoin d'être informés rapidement et clairement. Bon, plusieurs choses là, dans ce que vous mentionnez. Oui. D'abord, je pense qu'il faut reconnaître que le besoin de logement, il est criant à l'heure actuelle. Donc, c'est certain que ça vient jouer dans la balance, puis qu'il y a ici une opportunité intéressante on ne réglera pas la crise du logement, là, mais de contribuer à créer des nouveaux logements pour des gens qui en ont vraiment besoin. Par rapport aux infrastructures, évidemment, ce projet-là ne se fait pas à l'aveuglette. Hein. Il y a des analyses qui sont faites par des ingénieurs pour valider la capacité de nos infrastructures. C'est très important. Il y a eu dans le passé, dans le vieux McMaster, beaucoup d'interventions qui ont été faites à cet égard-là.
justement pour mettre à jour nos infrastructures puis augmenter leur capacité dans le cadre d'un plan de redéveloppement visant la densification. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses non plus, là. Oui, il arrive des bris d'aqueduc dans la municipalité. Oui, il y a des refoulements d'égouts, mais ce n'est pas nécessairement en lien avec la capacité de nos infrastructures, mais plutôt leur état de vieillissement. Donc, on a une bonne partie de la municipalité qui a été construite là, entre 1970 et 1980, là, je vais grossièrement, là. Donc, des infrastructures qui arrivent à près de 50 ans à leur fin de vie utile. C'est à ce moment-là qu'on va enregistrer des bris d'aqueduc. C'est pour ça aussi que le conseil municipal est à la recherche de solutions pour financer le renouvellement de ces infrastructures-là, parce que vous le savez, quand on a des bris d'aqueduc et des refoulements d'égouts, ça a un impact direct sur la qualité de vie de notre monde. Puis en même temps, c'est extrêmement onéreux refaire ces infrastructures-là. D'où le besoin de chercher des opportunités de développement qui s'inscrivent dans le cadre de la densification parce que ça vient optimiser l'utilisation de nos infrastructures publiques, que ce soit le tuyau d'aqueduc, d'égouts sanitaires, de routes ou de transport en commun. OK, mais est-ce qu'un 48 logements là, avec ce qui est à prévoir de rénovation et de restructuration, est adéquat? Surtout que c'est le premier jet d'une modification importante. On sait qu'il y a beaucoup de vieilles maisons qui, oui, auraient besoin d'être très rafraîchies. On sait très bien qu'il y a d'autres maisons, d'ailleurs, monsieur l'a mentionné, il se fait harceler. Soit dit en passant, il n'est pas le seul. Nous, sur Bernard-Pilon, pas loin, là, les cartons d'agents d'immeubles, là, ça l'appelle. Les appels, les courriels, si tu as été en contact, là, ça commence à pleuvoir. Sérieusement. La pression de l'immobilier commence à s'installer sur la population. Fait que ça, c'est un autre facteur que nous, face à vous autres, le comité de démolition, on va avoir besoin de beaucoup plus d'informations pour, OK, il faut calmer la donne, donnez-nous quelque chose de clair, rapidement, parce que la pression s'installe. C'est assez rapide, vous seriez surpris. On en est conscient, on vit dans la même communauté que vous, Madame Lamontagne. L'effervescence du marché immobilier, elle est là depuis plusieurs mois, hein, vous le savez. Là. Puis il y a différents facteurs qui mènent à ça. Ouais. Maintenant, ben nous, comme ville, ce qu'on peut faire, c'est favoriser autant que possible le développement pour répondre à cette demande-là, parce que la demande, elle est réelle, là. Puis on parle quand même d'un besoin fondamental chez l'être humain qui est se loger. Oui. Donc, on sait qu'il y a aussi des préoccupations qui ont été émises en lien avec le logement puis l'arrivée éventuelle de nombreux travailleurs dans la région en lien avec Nordvolt. Donc, on travaille déjà là-dessus concrètement là, pour augmenter l'offre de logement. Mais je retourne à mon point. Est-ce qu'un 48 unités est justifiable là, étant donné qu'on sait pertinemment que ça va être la zone la plus grandement densifiée? Ça a commencé un peu ici. Puis bon, on parle des années 70 pour la construction de ce bord-ci, pas de l'autre côté. Oui. Puis vous savez, le vieux McMaster, là, il est en changement depuis 100 ans, ce quartier-là. Là. Il a vécu plusieurs vagues de densification. Là. Puis on en a un exemple ici là, avec une des propriétés là, qui a un logement en cour arrière. Là. Ça, c'était une façon de faire de la densification à l'époque. Aujourd'hui, on fait de la densification d'une autre façon. On est dans ce qu'on appelle une aire TOD, c'est-à-dire qu'on est à proximité d'un pôle de transport collectif important qui est la gare de train de banlieue. Donc, dans le cadre du plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire, ce sont autour de ces axes de transport en commun qu'on se doit d'amener de la densification autant que possible, dans le but espéré de réduire la dépendance à l'utilisation d'automobiles. Donc, il y a tout un concept urbanistique. Oui, donc, si, par rapport à votre question, lorsque vous me dites, est-ce que c'est le bon endroit pour densifier? Effectivement, c'est le bon endroit pour densifier. Non, ma question n'est pas là. J'ai dit, ma question, c'est est-ce qu'un 48 unités est justifié, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de densification dans ce coin-là? Est-ce que c'est déjà bon de partir avec autant d'unités?
c'est une question qu'on doit quand même se poser parce que ça va partir en traînée de poudre, il ne faut pas se leurrer. Bien, on s'en pose beaucoup de questions là, pour justement arriver avec un développement urbanistique qui va être cohérent pour le vieux McMasterville. On a travaillé sur un projet là, de plan particulier d'urbanisme là, pour ce secteur-là, justement pour avoir une vision d'avenir pour le secteur du vieux McMaster. On n'a pas pu aller de l'avant avec l'adoption de la réglementation parce que il y a d'autres dossiers qui sont apparus dans la municipalité qui ont fait en sorte qu'on a dû se fixer de nouvelles priorités, puis vous comprendrez à quoi je fais référence, là. Mais éventuellement, on va y arriver, puis on va vous présenter ça de façon très transparente. Donc, vous allez savoir vers quoi on s'en va. Rapidement? Bien, je ne peux pas m'engager à ce moment-ci, là. OK. Il y a une capacité organisationnelle là, à l'hôtel de ville, là, puis actuellement, elle est plus qu'atteinte, là. Oui, on peut comprendre. Il y a M. Gagnon, je pense, qui voulait apporter un élément de... Ben, je pense que vous avez répondu. Dans le fond, la capacité des réseaux peut prendre absolument 48 logements. Puis une opportunité comme celle-là, où il y a 3 terrains qui arrivent un à côté de l'autre, c'est pas une opportunité qui arrive souvent. Puis c'est pas quelque chose qui risque de se répéter très, très fréquemment dans ce secteur-là. Donc, on en voit une opportunité, on peut la saisir. Maintenant, c'est pas quelque chose là, qui est pas... je vois pas beaucoup d'endroits, puis je dis ça sans avoir de boule de cristal, bien sûr, où il va y avoir 3 terrains qui vont arriver à peu près en même temps en vente. OK. Donc, on va avoir un petit peu plus, un peu de densification qui va peut-être se faire, mais elle va être beaucoup plus, elle va être plus douce, parce que dans cet endroit-là, il y a vraiment une opportunité pour autant la municipalité que des citoyens qui vont pouvoir se loger. Mais pour le secteur, là, en termes de capacité, c'est pas un enjeu. Je sais que pour un citoyen, 48 portes, ça a l'air beaucoup. Puis ça a l'air de mettre de la pression sur un réseau routier ou sur l'égout, l'aqueduc. Mais pour un réseau comme celui-là, c'est pas majeur, là. C'est pas quelque chose de problématique. Puis si votre question, c'est est-ce qu'on va bulldozer l'ensemble des rues, c'est absolument pas l'objectif. OK. Un dernier point qui me préoccupe, justement parce que moi, je m'informe beaucoup sur ce qui se passe en Suède. Je suis le dossier de près. Puis l'élément qui commence à se présenter, c'est justement dans la gentrification, qui est liée au développement. Alors moi, ça me chicote. Tu sais, lutter justement contre le manque de logements, c'est une chose, mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter un peu de dire, OK, on peut-tu fonctionner pour éviter justement cette gentrification-là? Ça va rester les familles qui ont moins de moyens. C'est pas tout le monde qui va travailler à l'usine. Il risque d'avoir des emplois qui vont découler de la présence de... Mais encore là, on va rester dans un facteur humain où il y a des risques de gentrification quand même importants. J'aimerais ça qu'en tant que ville, on y pense d'avance un peu plus. Sinon, c'est de se ramasser comme Saint-Michel, ça me tente pas. Surtout pas avec, oui, l'évolution, la croissance, le ci, le ça, qu'il faut croître, mais jusqu'où, avec ce qui peut venir. Comprenez-vous? Oui. C'est important. C'est vrai que c'est important, puis Oui. On le prend en considération. La première des choses, quand on veut lutter contre une flambée des prix sur n'importe quel marché, on va prendre le marché du logement ici, là, ben, il faut augmenter l'offre. Donc, il faut construire davantage pour stabiliser le marché. Oui, mais... L'autre chose, c'est que... Ça prend un équilibre quand même, là. Absolument. C'est comme ça que le marché va s'équilibrer en augmentant l'offre, étant donné que la demande est très forte. L'autre chose, c'est que vous l'avez vu là, dans le cadre de ce projet-là, là, il y a du logement dit abordable ou subventionné. Donc ça va venir aider des gens qui... 5 sur 48, c'était pas un gros ben, ratio. c'est déjà un départ. Dans d'autres projets, il n'y en a aucun. Donc, on commence cette nouvelle pratique-là avec Masterville. Donc, c'est déjà un pas de l'avant. Maintenant, il y a toute la question du logement social là, qui est travaillée du côté de la MRC de la Vallée du Richelieu. Puis, on a des élus dans la région qui sont très actifs là-dessus. Puis, on est conscient du manque criant de logements sociaux dans la région. Il y a différents enjeux qui font en sorte que ça n'aboutit pas toujours, mais on est actif à ce sujet-là. Est-ce que ces enjeux-là
pourrait nous être nommé. Ça aiderait les gens à clairement comprendre. Voici, c'est ça le topo, là. Ouais, Il y a moyen de faire un document qui n'a pas besoin d'avoir 18 pages pour... Rapidement, Il y a ça, rapidement, on essaie de l'enjeu faire principal, c'est toujours celui des ressources. Là. Si on avait Oui. plus de ressources, Oui. ça serait plus facile de construire du logement social. Maintenant, il y a tout un enjeu bureaucratique là, qui fait en sorte que c'est extrêmement difficile de travailler avec, entre autres, là, la Société d'habitation du Québec. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la discussion ce soir, mais je veux juste vous rassurer sur le fait que on travaille à des solutions pour augmenter l'offre de logement et aussi l'offre de logement social sur le territoire de McMasterville et de la vallée du Richelieu. Bien, informez-nous en amont. Bien, écoutez, je pense que la meilleure façon de s'informer, c'est comme vous faites ce soir, là, c'est-à-dire de venir au micro, poser vos questions. Moi, je suis très transparent, là, je vais vous le dire, là, sur quoi on travaille, là, ça va me faire plaisir. Je ne sais pas quelles sont vos attentes autres en termes de communication, mais je pense qu'on le fait quand même déjà très bien là, avec multiples outils là, dans la municipalité. Moi, je suis la majorité pas silencieuse. La minorité pas silencieuse, mais c'est comme... Et vous êtes entendu, Madame Lamontagne. Oui, mais c'est vraiment, là, arrêtez-vous, parce que je regarde juste cette semaine, là, ce qui se passe là-bas, puis, tu sais, orange, banane, pomme, là, c'est comme... C'est pas si joli que ce qu'on veut bien nous faire voir. C'est bien noté. Autre commentaire? Oui, je voulais dire sur le projet, c'est 48 logements. Bon, moi, les informations que j'avais, comme Mme Lamontagne, c'était 40. Là-dessus, il y en a 5 qui sont des logements abordables. Les 5, ce sont des 3,5. Alors, on m'a dit que le prix du logement du 3,5 serait de 1 090 $. Je ne sais pas si on peut considérer ça abordable. Et ça, c'est le prix qu'il dit maintenant. Qu'est-ce que ça va être quand ça va être construit? Je n'en sais rien. Alors, c'est ça. Merci. T'as entendu? Il y a des familles aussi qui vont s'installer dans le coin, tu sais, qui ont besoin des logements abordables. Un 3,5, on ne loge pas une famille là-dedans. Là. Merci. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons alors passer... Oui. Ah, oui, OK. On me mentionne qu'on doit, évidemment, oui, vous faites bien de me le rappeler, Mme Tremblay, là, faire part à l'audience des commentaires écrits que nous avons reçus là, concernant ces demandes de démolition. Alors, je vous cède la parole, Mme Tremblay. Merci beaucoup. Donc, les gens avaient 10 jours suite à l'affichage de l'avis public pour déposer une opposition écrite au projet à la municipalité. Donc, ce délai-là se terminait le 25 février dernier. Les gens pouvaient également manifester leur intérêt à acquérir un des immeubles pour conserver leur caractère locatif ou leur caractère patrimonial. Au niveau des oppositions écrites qu'on a reçues, au niveau du 219 chemin du Richelieu, on en a reçu 3. Pour le 235 chemin du Richelieu, donc la Maison Jaune, on en a reçu 7. Pour le 235A chemin du Richelieu, donc le Boomtown qui était en arrière-cour, on en a reçu 6 oppositions. Et pour le 243 à 245 chemin du Richelieu, le duplex en briques, on en a reçu 8. On n'a reçu aucune demande écrite d'obtenir un délai pour établir des discussions pour acquérir les immeubles pour garder leur caractère locatif ou leur caractère patrimonial. Donc maintenant, si le demandeur a des commentaires finaux à faire, ce serait le moment. Non? Parfait. Ça nous amènerait maintenant à l'adoption de la résolution pour le premier dossier à 3.1, qui est la demande de démolition du bâtiment principal au 219 chemin du Richelieu. Considérant le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement concernant la démolition d'immeubles se trouvant aux articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à l'article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec,
Considérant le dépôt d'une demande de démolition par le propriétaire de l'immeuble situé au 219 Chemin du Richelieu et complété en date du 1er février 2024, considérant la demande qui porte sur le lot numéro 4 493 206 afin de démolir une habitation unifamiliale isolée au 219 Chemin du Richelieu, afin de construire un bâtiment multifamilial d'environ 48 logements, considérant que la demande implique également la démolition de 3 autres bâtiments principaux situés au 235, 235A et 243 à 245 Chemin du Richelieu et que les 4 demandes sont présentées au comité de démolition du 26 février 2024, considérant que la demande est assujettie au règlement 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles et qu'elle respecte les critères applicables, considérant que le rapport d'inspection fourni par le propriétaire indique que le bâtiment présente plusieurs problèmes d'entretien et de sécurité, qu'il a subi de nombreuses altérations au fil du temps et que des sommes importantes devraient être investies pour que son état physique soit considéré acceptable et sécuritaire pour les occupants, considérant qu'un avis public relatif à la présentation de cette demande a été affiché et publié conformément au règlement, considérant que le projet de réutilisation du sol dégagé propose un bâtiment multifamilial d'approximativement 48 logements, incluant des logements abordables, 4 étages, dont le dernier serait en recul sur les coins avant, un stationnement intérieur et un pourcentage d'espace vert supérieur à 45 % de l'ensemble du terrain, considérant que l'immeuble est situé dans une aire TOD à proximité des services et du transport en commun et que le projet de réutilisation du sol dégagé propose une augmentation de plus de 1,5 % du nombre de logements sur le territoire, permettant de contribuer à la lutte contre la crise du logement et à l'atteinte des objectifs du PEMAD, considérant que la demande respecte la plupart des critères et objectifs du règlement sur les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis préliminaire favorable sous certaines conditions à la demande de PPC-MOI par la résolution CCU-2023-57, considérant la présentation du dossier ainsi que le rapport d'analyse préparé et soumis par la secrétaire aux membres du comité le 23 février 2024, considérant que le bâtiment ne bénéficie d'aucun statut juridique, considérant que le bâtiment est actuellement inoccupé, considérant l'opposition écrite reçue au sujet de la demande d'autorisation de démolition pour le 219 Chemin du Richelieu. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le comité de démolition accepte la demande de démolition portant sur le lot numéro 4 493 206 et visant à démolir une habitation unifamiliale isolée au 219 Chemin du Richelieu afin de construire un bâtiment multifamilial de 48 unités de logement aux conditions suivantes, que l'ensemble des 4 demandes de démolition soient autorisées, que les demandes de démolition visant les 2 bâtiments patrimoniaux pour le 235 et le 245 Chemin du Richelieu soient autorisées par la MRC, que les demandes de PPC-MOI et de PIA soient approuvées par le conseil municipal, que le permis de démolition soit délivré suite à l'approbation du PIA et du PPC-MOI, ainsi que suite au dépôt d'une demande complète de permis de construction pour le projet de réutilisation du sol dégagé, que les travaux soient réalisés dans un délai maximal de 24 mois suite à la délivrance du permis de construction et qu'une garantie monétaire de 5 000 $ soit fournie afin d'assurer l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé et le respect des conditions imposées par le comité. Que le tout soit conforme au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, comprenant les principaux éléments suivants: une habitation multifamiliale d'approximativement 48 logements et d'un maximum de 4 étages, une proportion d'espace vert d'approximativement 47 %, une variété dans la typologie des logements et la présence de logements abordables, des stationnements couverts ou souterrains, un retrait du 4e étage sur le coin avant-gauche et sur le côté droit du bâtiment, la présence de certains balcons en loggia et de retrait dans la façade afin de créer du mouvement dans le volume, la présence de briques rouges et d'un revêtement léger plus pâle en hauteur, la présence de stationnement pour vélos et un aménagement paysager composé d'une bonne variété d'espèces. Merci, Madame Tremblay. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de cette résolution. Je vais le proposer. Proposée par M. Lévesque et appuyée par Mme Sincan. Donc, vous êtes tous en faveur de cette demande de démolition aux conditions énoncées, c'est bien ça? Oui. Très bien, donc c'est noté.
Au point suivant, ça concerne une autre demande de démolition, cette fois-ci concernant le 235 chemin du Richelieu. Il y a plusieurs éléments de la résolution qui sont identiques à la précédente. Donc, je vais seulement lire les principaux considérants qui s'appliquent en particulier à cette résolution, mais vous pouvez comprendre que c'est les mêmes éléments qui sont considérés dans les deux dossiers au niveau de plusieurs points. Donc, considérant le dépôt d'une demande de démolition par le propriétaire de l'immeuble situé au 235 chemin du Richelieu et complété en date du 1er février 2024, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 204 afin de démolir une habitation unifamiliale isolée au 235 chemin du Richelieu, afin de construire un bâtiment multifamilial d'environ 48 unités de logement, considérant que la demande implique également la démolition de 3 autres bâtiments principaux situés au 219, 235A et 243, 245 chemin du Richelieu et que les 4 demandes sont présentées au comité de démolition du 26 février 2024, considérant que la demande est assujettie au règlement 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles, qu'elle respecte les critères applicables et que le CCU qui agit à titre de conseil local du patrimoine afin d'effectuer une recommandation lors d'une demande de démolition qui vise l'immeuble faisant partie de l'inventaire de la MRC. Considérant que le bâtiment visé par la demande fait partie de l'inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimoniale de la MRC, considérant les rapports fournis par le propriétaire qui indiquent que le 235 chemin du Richelieu est un bâtiment patrimonial de mauvaise qualité, par son manque d'entretien et ses rénovations avec des matériaux de piètre qualité, que le bâtiment présente de nombreux problèmes d'entretien et de sécurité, qu'il a subi de nombreuses altérations au fil du temps et que des sommes importantes devraient être investies pour que son état physique soit considéré acceptable et sécuritaire pour les occupants. Considérant que l'ensemble des constructions voisines du 235 chemin du Richelieu ne peut plus être considéré comme faisant partie d'un ensemble et que la densité d'implantation et le volume s'insèrent en rupture avec le bâtiment existant, démontrant un affaiblissement de la valeur patrimoniale dans le secteur. Considérant qu'un avis public relatif à la présentation de cette demande a été affiché, publié et envoyé au ministre de la Culture et des Communications du Québec, considérant le projet de réutilisation du sol dégagé, considérant que l'immeuble est situé dans une aire TOD à proximité des services et du transport en commun et que le projet de réutilisation du sol dégagé propose une augmentation de plus de 1,5 % du nombre de logements sur le territoire de la municipalité, permettant de contribuer à la lutte contre la crise du logement et à l'atteinte des objectifs du PEMAD. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis préliminaire favorable sous certaines conditions à la demande de PPC-MOI par la résolution CCU-2023-57, considérant les oppositions écrites reçues au sujet de la demande d'autorisation de démolition du 235 chemin du Richelieu. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le comité consultatif... que le comité de démolition... je m'excuse. Que le comité de démolition accepte la demande de démolition portant sur le lot 4 493 204 et visant à démolir une habitation unifamiliale isolée au 235 chemin du Richelieu afin de construire un bâtiment multifamilial de 48 unités de logement aux conditions suivantes: que l'ensemble des 4 demandes soient autorisées, que les demandes de démolition visant les 2 bâtiments patrimoniaux soient autorisées par la MRC, que les demandes de PPC-MOI et de PIA soient approuvées par le conseil municipal, que le permis de démolition soit délivré suite à l'approbation du PIA et du PPC-MOI, ainsi que suite au dépôt d'une demande complète de permis de construction pour le projet de réutilisation du sol dégagé, que les travaux soient réalisés dans un délai maximal de 24 mois suite à la délivrance du permis de construction, qu'une garantie monétaire de 55 000 $ soit fournie afin d'assurer l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé et le respect des conditions imposées par le comité, que le tout soit conforme au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé comprenant les principaux éléments suivants: une habitation multifamiliale d'approximativement 48 logements et d'un maximum de 4 étages, une proportion d'espaces verts d'approximativement 47 %, une variété dans la typologie des logements et la présence de logements abordables, des stationnements couverts ou souterrains, un retrait du 4e étage sur le coin avant-gauche et du côté droit du bâtiment, la présence de certains balcons en loggia
et de retrait dans la façade avant afin de créer du mouvement dans le volume, la présence de briques rouges et d'un revêtement léger plus pâle en hauteur, la présence de stationnement pour vélo et un aménagement paysager composé d'une bonne variété d'espèces. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de cette résolution. Donc, si vous êtes favorable à la demande de démolition aux conditions énoncées. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque et appuyé par Mme Sincan, et je m'en déclare également favorable. Au point suivant, 3.3, il s'agit de la demande de démolition, cette fois-ci concernant le 235A chemin du Richelieu. Considérant le dépôt d'une demande de démolition par le propriétaire de l'immeuble situé au 235A chemin du Richelieu, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 204 afin de démolir une habitation unifamiliale isolée au 235A chemin du Richelieu afin de construire un bâtiment multifamilial d'environ 48 unités, considérant que la demande implique également la démolition de 3 autres bâtiments principaux situés au 219, 235 et 243 à 245 chemin du Richelieu et que les 4 demandes sont présentées au comité de démolition du 26 février 2024. Considérant le rapport d'inspection fourni par le propriétaire qui indique que le bâtiment présente plusieurs problèmes d'entretien et de sécurité, qu'il a subi de nombreuses altérations au fil du temps et que les sommes importantes devraient être investies pour que son état physique soit considéré acceptable et sécuritaire pour les occupants. Considérant l'avis public qui a été affiché conformément à la réglementation, considérant le projet de réutilisation du sol qui propose un bâtiment multifamilial d'approximativement 48 logements incluant des logements abordables, considérant que l'immeuble est situé dans une ARTA à proximité des services et du transport en commun et que le projet de réutilisation du sol dégagé propose une augmentation de plus d'1,5 % du nombre de logements sur le territoire permettant de contribuer à la lutte contre la crise du logement et à l'atteinte des objectifs du PEMAD. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a formulé un avis préliminaire favorable sous certaines conditions à la demande de PPC-MOI par la résolution CCU-2023-57, considérant la présentation du dossier ainsi que le rapport d'analyse soumis par la secrétaire du comité, considérant les oppositions écrites reçues au sujet de la demande d'autorisation de démolition pour le 235A chemin du Richelieu, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le comité de démolition accepte la demande de démolition portant sur le lot numéro 4 493 204 et visant à démolir une habitation unifamiliale isolée au 235A chemin du Richelieu, afin de construire un bâtiment multifamilial de 48 unités de logement aux conditions suivantes, que l'ensemble des 4 demandes de démolition soient autorisées, que les demandes de démolition visant les 2 bâtiments patrimoniaux soient réputées autorisées par la MRC, que les demandes de PPC-MOI et de PIA soient approuvées par le conseil municipal, que le permis de démolition soit délivré suite à l'approbation du PIA et du PPC-MOI, ainsi que suite au dépôt d'une demande complète de permis de construction pour le projet de réutilisation du sol dégagé, que les travaux soient réalisés dans un délai maximal de 24 mois suite à la délivrance du permis de construction, que le tout soit conforme au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé comprenant les principaux éléments suivants: une habitation multifamiliale d'approximativement 48 logements et d'un maximum de 4 étages, une proportion d'espace vert d'approximativement 47 %, une variété dans la typologie des logements et la présence de logements abordables, des stationnements couverts ou souterrains, un retrait du 4e étage sur le coin avant-gauche et du côté droit du bâtiment, la présence de certains balcons en loggia et le retrait dans la façade afin de créer du mouvement dans le volume, la présence de briques rouges et d'un revêtement léger plus pâle en hauteur, la présence de stationnement pour vélo et un aménagement paysager composé d'une bonne variété d'espèces. Alors, si vous êtes favorable à la demande de démolition aux conditions énoncées, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Lévesque, appuyé par Mme Sincan, et je me déclare également en faveur de cette demande de démolition. Dernier dossier, demande de démolition concernant le 243-245 chemin du Richelieu. Considérant le dépôt d'une demande de démolition par le requérant pour l'immeuble situé au 243-245 chemin du Richelieu, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 160 afin de démolir une habitation bifamiliale isolée au 243-245 chemin du Richelieu, afin de construire un bâtiment multifamilial de 48 unités de logement,
Considérant que la demande implique également la démolition de 3 autres bâtiments principaux situés au 219, 235 et 235A chemin du Richelieu et que les 4 demandes sont présentées au comité de démolition du 26 février 2024. Considérant que la demande est assujettie au règlement de démolition d'immeubles et qu'elle respecte les critères applicables et que le CCU qui agit à titre de conseil local du patrimoine afin d'effectuer une recommandation lors d'une demande de démolition visant un immeuble faisant partie de l'inventaire de la MRC, considérant que le bâtiment visé par la demande fait partie de l'inventaire des immeubles qui présentent une valeur patrimoniale adoptée par la MRC et qu'il est considéré comme ayant une valeur moyenne, considérant que les rapports fournis par le demandeur indiquent que le 243 à 245 chemin du Richelieu est un bâtiment patrimonial de bonne qualité et entretenu avec soin, mais qu'il est toutefois situé dans un secteur hétéroclite, que le bâtiment présente malgré tout certains éléments à corriger pour maintenir son état et que les sommes à investir pour ce faire sont importantes. Considérant que l'ensemble des constructions voisines du 243-245 chemin du Richelieu ne peut plus être considéré comme faisant partie d'un ensemble et que la densité, l'implantation et le volume s'insèrent en rupture avec les bâtiments existants, démontrant un affaiblissement de la valeur patrimoniale de ce secteur, considérant qu'un avis public relatif à la présente demande a été affiché, publié et envoyé au ministre de la Culture conformément au règlement. Considérant que le projet de réutilisation du sol dégagé propose un bâtiment multifamilial d'approximativement 48 logements, incluant des logements abordables, considérant que l'immeuble est situé dans une aire TOD à proximité des services du transport en commun et que le projet de réutilisation du sol dégagé propose une augmentation de plus d'1,5 % du nombre de logements sur le territoire, permettant de contribuer à la lutte contre la crise du logement et à l'atteinte des objectifs du PIEMAD, considérant que la demande respecte la plupart des objectifs et critères du PIIA, considérant les oppositions écrites reçues au sujet de la demande d'autorisation de démolition pour le 243 à 245 chemin du Richelieu en date du 25 février 2024, que le préambule il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de conseil local du patrimoine recommande, que le comité de démolition accepte la demande de démolition portant sur le lot numéro 4 493 160 et visant à démolir une habitation bifamiliale isolée au 243 à 245 chemin du Richelieu afin de construire un bâtiment multifamilial d'environ 48 unités de logement aux conditions suivantes. Que l'ensemble des 4 demandes de démolition soient autorisées, que les demandes de démolition visant les 2 bâtiments patrimoniaux soient réputées autorisées par la MRC, que les demandes de PPC-moi et de PIA soient approuvées par le conseil municipal, que le permis de démolition soit délivré suite à l'approbation du PIA et du PPC-moi, ainsi que suite au dépôt d'une demande complète de permis de construction pour le projet de réutilisation du sol dégagé, que les travaux soient réalisés dans un délai maximal de 24 mois suite à la délivrance du permis de construction, qu'une garantie monétaire de 90 000 $ soit fournie afin d'assurer l'exécution du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé et le respect des conditions imposées par le comité, que le tout soit conforme au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé comprenant les principaux éléments suivants: une habitation multifamiliale d'approximativement 48 logements et d'un maximum de 4 étages, une proportion d'espaces verts d'approximativement 47 %, une variété dans la typologie de logement et la présence de logements abordables, des stationnements couverts ou souterrains, un retrait du 4e étage sur le coin avant-gauche et du côté droit du bâtiment, la présence de certains balcons en loggia et de retrait dans la façade afin de créer du mouvement dans le volume, la présence de briques rouges et d'un revêtement léger plus pâle en hauteur, la présence de stationnement pour vélos et un aménagement paysager composé d'une bonne variété d'espèces. Merci beaucoup, Mme Tremblay, pour cette lecture. Si vous êtes tous favorables à cette recommandation de démolition de l'immeuble 243-245 chemin du Richelieu, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Mme Sincan. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Lévesque, et je m'en déclare également favorable. Ça nous amène à notre dernier point, qui est la levée de la séance. Donc, c'est proposé par Mme Sincan. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lévesque. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Prochaine séance du Conseil? Oui.
Je dois simplement vous mentionner les procédures pour une demande de révision de la décision du comité. Donc, si une personne souhaite demander la révision de la décision du comité pour un ou plusieurs des demandes qui ont été traitées ce soir, cette demande de révision doit être déposée par écrit en transmettant un avis à la greffière de la ville, soit par courriel à l'adresse électronique info@commercial-mcmasterville.ca ou par lettre adressée à l'hôtel de ville. L'ensemble des demandes écrites qui seront reçues seront portées à l'attention du conseil municipal qui pourra ensuite confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. Donc, voilà. Merci. Merci pour ces précisions, Madame Tremblay. Donc, prochain rendez-vous du conseil municipal pour une séance ordinaire du conseil, c'est le 18 mars prochain à 19h. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.